Et alors traditionnellement, depuis que ce groupe de contact existe, c'était surtout des gens qui travaillent sur les comportements de groupe, donc que ce soit des arthropodes comme les fourmis. On a eu envie en fait d'élargir un petit peu l'horizon des thématiques qui étaient abordées. Et on s'est dit qu'on avait envie de donner cette fois-ci, puisque le terme agrégation finalement ne s'applique pas au comportement collectif, on s'est dit que ça serait intéressant d'essayer de brosser un tableau assez large de ce que peut vouloir dire agrégation dans toute une série de disciplines. Et donc c'est pour ça qu'après la conférence plénière que vient nous donner Cédric, on aura toute une série d'exposés qui vont aller en fait de la philosophie à l'économie, en passant par l'écologie spatiale, les comportements collectifs, l'étude des systèmes complexes ou encore l'écologie des communautés. Donc l'objectif c'est surtout d'avoir une journée qui nous permette en fait de se rencontrer, de voir des points de convergence et d'intérêt mutuel entre ces différentes disciplines, entre nos différentes pratiques. Et donc, comme je viens de le dire, on aura une plénière, on aura ensuite des exposés avant le repas de midi et puis encore un petit peu en début d'après-midi. Et puis alors, on propose de faire la deuxième moitié de l'après-midi sur des événements plus sociaux, qui sont plus des événements sociaux qui sont la pause café et la pause de midi, d'avoir des tables rondes, discussions informelles qui nous permettront un petit peu de prendre le temps de discuter et éventuellement peut-être à l'université de Strasbourg. Et alors pour faire juste donner une petite idée de ce que fait Cédric, son travail de base il fait partie donc, de cette communauté qui travaille sur la socialité chez les animaux. Et sa grande spécificité à Cédric, c'est quand même l'étude des réseaux d'interaction, donc des réseaux au sein de ces groupes animaux. Et alors, son modèle de cœur, c'est les primates non-humains, si je ne m'abuse, si je peux dire ça comme ça. Mais ces travaux maintenant vont donc des primates non-humains aux primates humains, aux fourmis, en passant par la drosophile. Voilà, et donc Cédric va nous parler aujourd'hui un petit peu de son travail avec une présentation que je vais vous faire l'affront de lire. Et je laisse la parole tout de suite à Cédric. Merci beaucoup. Merci beaucoup Étienne, merci pour l'invitation. Merci donc du coup, je vais vous parler un petit peu des réseaux d'interaction chez les animaux, mais essayer de comprendre un peu pourquoi et comment évoluent ces réseaux d'interaction. Donc comme vous le savez tous, il y a beaucoup d'espèces animales qui vivent en groupe, parce que vivre en groupe apporte des avantages. Ça, il n'y a pas de souci, une diminution de risque de prédation, une meilleure recherche alimentaire ou un meilleur accès à la reproduction. Par contre, quand on vit en groupe, on a aussi des inconvénients, qui vont être l'augmentation de la compétition intra-groupe pour l'alimentation, une plus grande diffusion des maladies au sein du groupe, et puis des individus qui vont avoir des besoins différents, et qui va donc nécessiter des compromis au sein de la synchronisation des membres du groupe. Donc en fait, les animaux vont devoir maintenir la cohésion du groupe et interagir pour essayer de balancer entre ces avantages et ces inconvénients. Ce qu'on peut observer au niveau des groupes, c'est qu'on va avoir une hétérogénéité des associations chez la plupart des espèces animales. C'est-à-dire que on a des individus qui vont être plus associés que d'autres avec des partenaires préférentiels. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on va avoir cette hétérogénéité des relations. Est-ce qu'il y a une relation entre la structure du réseau d'interaction et puis son fonctionnement? Donc par exemple, on sait qu'un individu va influencer par ses comportements et par ses relations le réseau social, mais on sait aussi qu'en feedback, on va avoir une influence du réseau social sur l'individu et sur son fitness. Et on peut essayer de se poser la question s'il y a des propriétés du réseau social qui vont être sélectionnées d'une manière ou d'une autre pour augmenter le fitness de chaque individu. Donc voilà, quand on vient en groupe, on a différentes pressions qui vont s'appliquer sur nous, les contraintes écologiques, les besoins physiologiques, les traits démographiques, en fonction de l'âge ou du sexe. Après, il va y avoir la forme de la coopération, le sexe philopathique, le système de reproduction, et puis la pression parasitaire qui vont avoir tous une influence sur la façon dont on va vivre. Et puis, quand on commence à observer un peu les animaux, au début on a l'impression que c'est peut-être un
Donc ici, c'est un exemple qui a été montré chez les chauves-souris. Ce qui est intéressant, c'est que les chauves-souris vont dormir la journée, pas le soir, justement, au niveau de roustes, de nids ou d'abris. Et on ne va pas forcément s'apercevoir d'une structure particulière quand on va changer de jour en jour. Donc, par exemple, ici, vous avez deux sous-groupes, ici, ils vont tous dormir au même endroit, ici, vous avez trois sous-groupes qui vont se former. Et quand on va regarder au niveau global, sur une année, tout ce qu'on va observer, on va s'apercevoir qu'il y a justement des sous-groupes. Et donc ici, c'est ce que vous pouvez voir avec deux communautés de chauves-souris. Une qui est petite, et du coup, en étant petite, elle est relativement cohésive. Et par contre, à partir du moment où on va augmenter de taille, on s'aperçoit ici qu'il y a deux sous-groupes qui sont bien définis, avec des relations particulières et des individus qui vont former un pont entre ces différents sous-groupes. Ce qui veut dire qu'il y a une reconnaissance entre les différentes chauves-souris, une reconnaissance individuelle, avec une préférence sûrement pour les apparenter, et des processus cognitifs qu'il va y avoir derrière. Donc, quand on observe la diversité des réseaux sociaux chez les animaux, on peut s'apercevoir qu'il y a des propriétés qui vont être communes. Par exemple, on va avoir une distribution de réseaux en scale-free. Ça veut dire qu'il va y avoir certains individus qui vont être beaucoup plus connectés que d'autres, vraiment quelques individus centraux au sein du groupe. Souvent, on va avoir des réseaux modulaires en sous-groupe, une centralisation du groupe, et puis au fur et à mesure des générations, on a aussi une stabilité. Ce qui veut dire qu'il y a des propriétés d'interaction qui doivent être sélectionnées également pour avoir cette Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des espèces, on va avoir des processus qui vont être différents, puisqu'il ne va pas y avoir les mêmes propriétés ou les mêmes processus cognitifs derrière. Et par exemple, si on regarde les degrés de socialité, on sait qu'il y a des espèces qui vont être grégaires à des espèces qui vont être très sociales. Et puis en fonction de ça, du coup, on va avoir par exemple une temporalité des membres du groupe avec, au moment où on a des espèces grégaires, des groupes qui sont plus ou moins temporaires, c'est-à-dire que les individus vont changer de composition de groupe assez régulièrement, à des individus ou des groupes qui vont être très stables. Et puis de la même façon, on va avoir une cognition et une reconnaissance sociale qui va être différente, avec par exemple, de manière générale, une reconnaissance qui va être assez pauvre au niveau des groupes temporaires, alors qu'elle va être très très forte, avec une préférence pour certaines associations, et qui dit préférence pour des associations veut dire reconnaissance de ces associations dans des groupes plus ou moins stables. Et on va pouvoir voir justement qu'il va y avoir des caractéristiques sociodémographiques ou individuelles qui vont structurer ce réseau. Donc on va avoir l'âge, par exemple, le sexe, la personnalité des individus, les besoins physiologiques, la parenté et la dominance. Par rapport à ça, on peut opposer les fourmis, par exemple, aux singes. Alors, peut-être que je vais me tromper, si je me trompe, vous me direz à la fin. Si on regarde justement comment un réseau de fourmis va être structuré, en fonction des différentes caractéristiques que je vous ai présentées, il va y avoir des caractéristiques qui vont avoir peu d'influence sur le réseau, et puis des caractéristiques qui vont avoir beaucoup d'influence, comme l'âge, qui va structurer le fait qu'on va avoir des castes différentes, domestiques, forageuses, et puis les besoins des individus qui vont également structurer leurs interactions. Si on regarde au niveau des primates, les facteurs qui vont le plus influencer la structure du groupe vont être plus la parenté, la dominance ou la personnalité des individus, qui va être beaucoup plus prononcée que ce qu'on peut observer chez les insectes. Donc du coup, par rapport à ça, je vais vous présenter ici différentes parties. Alors une petite partie méthodologique, parce que comme vous étiez d'horizons différents, je voulais montrer un peu comment nous on réfléchissait au problème. Ensuite, les réseaux chez les insectes, chez les primates, et ensuite la modélisation de la transmission maladie chez les primates. Alors, on a différentes façons d'étudier les réseaux sociaux ou la façon dont ces réseaux vont influencer les paramètres des facteurs dans les groupes d'animaux. Il y a d'abord tout ce qui est expérience comportementale. Par exemple, les maladies, les idées, les innovations, les comportements vont se propager de la même façon dans le réseau social, et on peut étudier et modéliser la transmission d'une information comme on le ferait avec une transmission de maladie. Alors, on va simplement parler de virus simple, de virus complexe, de contagion simple, de contagion complexe, avec par exemple des seuils épidémiques. Et ici, vous avez justement une étude qui est assez belle et que j'aime bien,
qui montre, en fonction des années ici ou des mois, la propagation d'un comportement sur l'ensemble des membres d'un groupe de macaques japonais. Donc vous avez le fait de laver les patates, je vous montrerai ensuite les vidéos, le fait de manger du poisson qui s'est échoué sur la plage, le fait de laver les grains de blé qui leur sont donnés. Et en fait, on voit ici, c'est une relation qui est plus ou moins linéaire exponentielle. On a des années pour qu'il y ait à peu près 40 individus qui puissent atteindre, montrer ce comportement. On voit qu'ici, pour le poisson, on a aussi des années, et puis on voit ici que pour laver le blé, on a quelque chose qui est plus en sigmoïde, et en quelques mois, pour atteindre plus 60 individus. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des processus d'apprentissage social qui sont différents derrière, et on peut essayer de tester quels sont les processus d'apprentissage social qui sont derrière cette transmission. Donc en fait, l'hypothèse qui a été émise, qui s'est vérifiée, c'est qu'ici on a plus de l'accentuation locale. Donc en fait, les individus sont allés à l'endroit où l'individu montrait le comportement précis, ont réappris individuellement par eux-mêmes le comportement, comme avec les mésanges et la pastille pour la bouteille de lait, Compicor, je ne sais pas si vous connaissez l'exemple. Et alors que ici, pour laver le lait, on a quelque chose qui est plus en sigmoïde, ça veut dire que quand ils ont observé leur partenaire faire ce comportement, ils ont compris le but de l'action, et de ce fait, en comprenant le but de l'action, on a une propagation beaucoup plus rapide. Donc voilà ce que c'est le lavage de patates douces chez les macaques japonais. C'est des individus qui ont appris à laver les patates douces remplies de sable dans l'eau salée, et du coup ça permet d'enlever le sable de la patate et de donner aussi un petit goût salé. Et ça, c'est le lavage des grains de blé qui s'est fait après également le lavage des patates douces. Donc on pense aussi qu'il y a une sorte d'expérience acquise qui fait qu'il y a une propagation beaucoup plus importante. Où en fait, les Japonais, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le grain de blé, ils les mélangent avec le sable, ce qui est très chiant pour essayer de manger ensuite. Donc les singes, ils ont appris à prendre des poignées de grains de blé mélangés au sable, à le jeter dans le mer. Le sable tombe au fond, les grains de blé remontent à la surface, et ainsi ils peuvent manger les grains de blé assez facilement. Donc on a différents processus d'apprentissage social derrière, l'émulation qui est la compréhension du but mais pas de l'action elle-même. En fait, on reproduit un comportement qui va être plus ou moins différent, l'accentuation locale, la vraie imitation, etc. Et ces différents processus qu'on peut essayer de tester. Alors ça justement c'est l'influence de la façon de toiletter, parce qu'on a aussi différentes façons de toiletter chez les macaques japonais, en fonction des matrilignes. Et on peut voir que, de la même façon que précédemment, on a une vraie influence de la parenté sur la façon de toiletter les partenaires. Donc c'est avec une main, avec deux mains, la façon de porter à la bouche, la façon de tirer les poils. Donc ici aussi un apprentissage social. Et donc on a commencé à essayer de faire des expériences comportementales pour répondre à cette question. Et l'expérience la plus simple, c'est ce qu'on appelle un fruit artificiel. Donc c'est une boîte dans laquelle il y a la nourriture qui va s'ouvrir de deux façons différentes. Par exemple, ici, soit on soulève la porte, soit on peut la glisser sur le côté. Et du coup, on va observer si l'individu qui observe son partenaire soulever ou glisser va également reproduire le même comportement, ou alors va reproduire un autre comportement, ce qui montrerait l'apprentissage social versus de l'apprentissage individuel. Et donc dans cette étude, ils ont observé un peu la façon dont ça se propageait au sein du réseau. Donc vous avez ici en bleu une technique d'ouverture et puis en rouge une autre technique d'ouverture. Cet individu Boa était le premier individu à être entraîné. Et ensuite on va voir la façon dont ça va se propager au sein du groupe. Donc de Boa, ensuite ça s'est transmis à Kali, où on voit qu'il y a déjà un peu plus d'ouverture différente, à Eli. Et qui montre quand même un certain apprentissage social, puisque du coup, on copie l'ouverture ici. Par contre, à Maya, ça s'est transmis, en fait, elle a appris individuellement une autre ouverture. Donc on montre qu'il y a un mélange d'apprentissage social et un mélange d'apprentissage individuel au niveau de cette technique. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on a voulu reproduire aussi chez les macaques japonais, avec ce fruit artificiel.
Là, chez les macaques japonais, on a mis une porte de la même façon qui peut s'ouvrir de manière normale comme une porte, ou se glisser sur le côté. Et en fait, on demande aussi au macaque japonais d'appuyer sur un bouton pour ouvrir la porte. Donc s'il appuie sur le bouton vert, il peut ouvrir la porte d'une façon. S'il appuie sur le bouton rouge, il peut ouvrir la porte d'une autre façon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau des expériences qu'on a essayé d'effectuer chez les macaques japonais ici, on n'a jamais réussi à avoir une transmission sociale. Parce que le comportement qu'on voulait apprendre était trop compliqué. Donc en fait, appuyer sur le bouton et ouvrir, c'était impossible à transmettre de façon sociale à un autre partenaire parce que c'était trop compliqué. Et finalement, si on laissait juste la porte à ouvrir sans appuyer sur le bouton, là ça devenait trop facile pour les macaques japonais. Et du coup, il y avait une transmission qui... Enfin, il n'y avait pas de transmission, c'était de l'apprentissage individuel. Ils voyaient que notre individu ouvrait la porte et ensuite ils testaient de manière soit d'une technique ou d'une autre. Donc en plus du réseau social, ce qui m'a influencé, c'est également les capacités cognitives des individus ou des animaux qu'on a testés. Sur des chimpanzés, par exemple, il faut inventer un fruit artificiel qui va être très complexe au niveau de l'ouverture. Chez les capucins, comme on a vu avant, ou les saïmiris, il faut quelque chose qui soit assez facile. Et par contre, chez les macaques japonais, là, on n'a pas trouvé de technique particulière, parce qu'une technique, c'est trop facile, et l'autre technique, ça devient trop difficile. Donc il faut qu'on travaille encore un peu là-dessus. Par rapport aux expériences comportementales qu'on peut faire également, sur la transmission des maladies, on a voulu reproduire aussi une expérience qui avait été faite chez les bouquetins, où en fait, ils avaient fait des pseudo-ectoparasites. Donc ils avaient pris des morceaux de bois ou de plastique qui étaient enduits d'une certaine colle, d'une glu qu'ils avaient disposé chez les bouquetins, et on regardait ainsi les bouquetins quand ils se touchaient ou se toilettaient, comment ces pseudo-ectoparasites se transmettaient d'individu en individu, et du coup ça permettait de faire des prédictions sur la transmission des parasites. Et donc là c'est pareil, c'est des choses qu'on a voulu faire chez les macaques. Par contre, il n'y a pas eu... c'est pareil, là où ça n'a pas fonctionné, puisque du coup, ils les perdaient assez vite, ou alors ils n'étaient pas du tout intéressés par ces morceaux de bois vert ou rouge qui étaient collés. Ce qui les intéressait, c'était vraiment les vrais parasites, les petits ou les lantes, et du coup, ils ne faisaient pas du tout attention à ça. Donc là encore, on a eu un résultat négatif qu'on a essayé de comprendre, mais qui était assez intéressant. Alors sur la méthodologie, assez rapidement, la façon dont on va essayer de comprendre comment les paramètres sont corrélés, c'est qu'on va faire des corrélations de matrices entre, par exemple, la matrice de parenté ou la matrice de toilettage, la matrice de différence de rang avec la matrice de toilettage, ou en fonction des différents temps d'observation, donc ici, premier temps, deuxième temps, troisième temps, voir si les matrices sont corrélées pour essayer de voir s'il y a une stabilité. Après aussi, il y a des méthodes qui sont intéressantes. Je vais passer assez rapidement dessus, mais celle-là, je la trouvais assez intéressante sur les fourmis. C'est le Time Order Networks, où en fait, au lieu de prendre un réseau comme celui-ci, on ne va pas comprendre comment l'information s'est transmise d'individu en individu. On va prendre ici, de manière temporelle, chaque individu. On va regarder les interactions, comme par exemple les prophylacties qu'il va y avoir entre chaque individu. Et ça nous permet de comprendre comment à travers les prophylacties, un parasite ou peu importe une information peut être transmise, ce qu'on ne va pas forcément avoir ici. Alors ici vous avez d'autres méthodes, mais ça je vais passer dessus. Et une méthode qu'on utilise maintenant, c'est un logiciel qui s'appelle Siena, qui veut dire Simulation Investigation for Empirical Network Analysis, et qui va permettre de modéliser via ça va fonctionner un peu comme les chaînes de Markov. En fait, on va pouvoir tester différents réseaux de manière temporelle. Donc un même réseau à différents moments dans le temps, et également comparer différents réseaux entre eux. Donc il y a différentes choses qui peuvent être testées, par exemple l'effet de la densité. Donc comment la densité à un moment donné va influencer la densité au prochain moment. L'effet de réciprocité, est-ce que le fait qu'un individu me toilette va faire que le moment d'après je vais le toiletter. La popularité, donc est-ce que le fait que beaucoup d'individus me toilettent fait qu'au moment prochain beaucoup d'individus vont également me toiletter. Soit le individu, soit la individu.
Également pour regarder l'association entre différents paramètres. Par exemple, on peut regarder la popularité sur la dominance, la popularité sur le degré lui-même, la popularité en fonction des différents âges, etc. Donc ça, je vais revenir ensuite dessus. Et après, vous avez au niveau de la visualisation différents logiciels qui permettent de visualiser les connexions entre les individus. Donc ça, c'est par exemple sous Gephi. En rentrant les données de manière linéaire, on arrive à avoir ce type de réseau, où on peut essayer de voir un peu comment les individus sont connectés. Et la taille des nœuds, par exemple, ici, représente l'âge des individus. Donc ici, on ne le voit pas tellement, on le voit surtout pour ces petits individus ici. Ce qu'on peut voir sur un réseau de primates comme celui-là, chez les macaques Sylvanus, c'est que généralement, les individus les plus jeunes sont ceux qui sont le plus connectés, parce qu'ils vont aller voir un peu tous les autres individus, jouer avec eux, et surtout, ils vont jouer entre eux. Et ça, c'est un autre logiciel, mais qui n'est pas avéré très efficace, et on reviendra également dessus, qui s'appelle Visonnet, ou Vison, Vison en italien, qui permet de regarder un peu l'évolution des réseaux en fonction de différents paramètres. Mais on n'a pas réussi à paramétrer les choses de la façon dont on fait. Donc voilà sur le point de vue méthodologique. Maintenant, plus sur l'aspect au niveau des recherches. Tout d'abord chez les insectes, chez les drosophiles. On a fait une première série d'expériences où en fait on a montré que chez les drosophiles il y avait de la transmission sociale. Alors en fait on a pris les individus, qu'on a appelé individus démonstrateurs, qu'on a mis dans une arène, et dans cette arène il y avait deux sites de ponte. Une avec le goût banane, une avec le goût fraise. Et en fait, de manière aléatoire, sur l'un des sites de ponte, on mettait de la quinine, qui est un répulsif pour les drosophiles. Et de ce fait, les drosophiles n'allaient pas pondre sur le site où il y avait de la quinine, ils allaient pondre sur le site qui était sans quinine. Et après, on a pris ces individus démonstrateurs, qu'on a mis lors d'une phase sociale. Alors ici, en fait, c'est juste une arène dans laquelle il n'y a pas de site de ponte, c'est une arène. Donc on a mis ces individus démonstrateurs, 8 individus démonstrateurs avec 4 individus naïfs. Alors le chiffre est important parce que si on inverse, il n'y a plus de transmission sociale. Il fallait 2 fois plus de démonstrateurs que de naïfs pour qu'on puisse avoir une transmission sociale. Et du coup, on a laissé les individus interagir pendant 4 heures. Et ensuite, on a pris les individus démonstrateurs, pris les individus naïfs, et on a retesté les individus naïfs, où en fait on les a mis dans une arène sur laquelle il y avait un site de ponte avec la banane, un site de ponte avec la fraise, sans quinine, ni sur l'un ni sur l'autre, et on a regardé où les individus naïfs pondaient leurs œufs. Et en fait, donc ça c'est le nombre de tests qui a été fait, de manière générale, les individus naïfs vont pondre sur le site de ponte où les individus démonstrateurs ont pondu auparavant, ce qui montre qu'elles copient le comportement des individus démonstrateurs et qu'il y a une transmission sociale qui se fait par contact entre les individus. Ils mettent la patte sur les individus naïfs, touchent l'individu démonstrateur, apprennent par transmission de molécules du goût banane ou fraise qu'il y a quelque chose, et de ce fait, ils vont aller pondre ensuite sur le même site. Alors, il y a quand même, là on voit qu'il y a à peu près 50% des expériences où ils vont pondre du même côté, il y a 20% des expériences où ils vont pondre de l'autre côté, et on obtient quelque chose qui ressemble globalement à un phénomène en U, mais où il y a aussi des expériences où les œufs sont déposés à droite, à gauche. Donc ce qu'on a voulu comprendre, c'est pourquoi on avait de temps en temps des expériences qui marchaient avec une transmission sociale et de temps en temps des expériences qui ne marchaient pas avec une absence de transmission sociale. Donc pour ça, grâce à Citrax, on a suivi les déplacements de chaque individu, et en fait on a fait des codes sous R où on a regardé quand les individus rentraient en contact avec l'individu qui émettait le comportement de rentrant en contact, donc avec des émetteurs et des récepteurs. Donc ça nous a permis de faire également des réseaux de transmission. Donc là, c'est un réseau cumulé sur 1 heure d'observation, avec pour chaque période, je crois que c'est de 10 minutes. Et puis on voit à peu près la façon dont ça évolue entre les individus naïfs et les individus démonstrateurs ici tout autour.
Donc voilà, on avait des matrices d'émetteurs et de receveurs toutes les 10 minutes, et on a mis ces matrices dans le logiciel RCNA pour voir un peu ce qu'on obtenait. Donc avant tout, ce qu'on obtient, ici vous avez 4 conditions. La condition démo, c'est qu'en fait on met des démos ensemble et puis on regarde le nombre d'interactions qu'il y a entre elles. La condition naïve, c'est qu'on met des démos, des naïves entre elles, pardon, on regarde le nombre d'interactions qu'on a au niveau de cette phase test. La condition de transmission, ok, et la condition de transmission, non. Donc en fait, là, c'est où on a mis des démonstratrices et des naïves ensemble pendant ces 4 heures, et qu'à la fin, on a eu une transmission d'informations. Donc les naïfs pondaient du même endroit que les démonstratrices, ou une absence de transmission d'informations, elles ne pondaient pas au même endroit. Donc ce qu'on peut voir, c'est que quand on a les conditions démo et naïves, on a cette allure, avec justement, ça c'est sur le nombre de contacts moyen, donc là ici une diminution du nombre de contacts, puis après une augmentation du nombre de contacts. Et par contre, ce qu'on peut voir, c'est que quand on a une transmission, on a au début, surtout au début de la phase de test, un nombre de contacts qui va être beaucoup plus important entre les individus par rapport à la condition démo et à la condition naïve, mais surtout par rapport à la condition absence, où ici on a un nombre de contacts qui est beaucoup moins. Donc en fait, déjà il se passe quelque chose où quand il y a une transmission d'information, c'est parce qu'il y a eu beaucoup plus de contacts au début. Après, quelle que soit la raison de ce nombre de contacts. Ce qu'on a pu observer, c'est que c'était surtout les individus informés, ou les démonstrateurs, qui étaient plus actifs et qui allaient contacter d'elles-mêmes les individus naïfs pour qu'il y ait une transmission d'informations. Donc ensuite, on a regardé ici différents paramètres au niveau du réseau social, différents paramètres de centralité. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est qu'on a essayé de regarder la moyenne de ces différents paramètres de centralité pour les individus qui transmettaient l'information, donc les démonstrateurs, pour les naïfs, et on a regardé également la variance entre les individus. C'est-à-dire pas simplement s'il y avait beaucoup de contacts ou peu de contacts, mais comment les individus entre eux, on observait de la variance. C'est-à-dire qu'il y avait des individus qui émettaient beaucoup de contacts et d'autres très peu, ou alors est-ce qu'ils se comportaient tous de la même façon. D'accord ? Et en fait, les résultats qu'on a pu observer, c'est que c'était significatif, comme on peut le voir ici, mais c'était toujours, quand on considérait la variance, du coup c'est coupé ici, je suis désolé, et c'était toujours pour les individus démonstrateurs. Donc en fait, il fallait que les individus démonstrateurs se comportent tous de la même façon pour qu'il puisse y avoir une transmission d'informations. À partir du moment où il y avait des comportements qui étaient très différents entre les individus démonstrateurs, au niveau de leur façon de contacter les individus naïfs, il n'y avait pas de transmission d'informations. Donc l'hypothèse qu'on a émise, c'est qu'il devait y avoir une sorte de conformité entre les individus démonstrateurs pour que les individus naïfs puissent apprendre. S'il y avait trop de différences entre les individus démonstrateurs et qu'il y avait une sorte d'incertitude, du coup les individus naïfs ne préféraient pas prendre en compte l'information qui était sur ces individus démonstrateurs, elles ne pondaient pas au même endroit. Alors que si tous les individus démonstrateurs se comportaient de la même façon, ce qui montrait une certaine certitude au niveau de l'information, les individus naïfs apprenaient mieux et il y avait une transmission d'informations. Ok ? Alors aussi, ce qui a été intéressant, c'est qu'ensuite, quand on a retesté les individus démonstrateurs, on s'apercevait que quand les individus naïfs apprenaient, mieux elles apprenaient, plus les individus démonstrateurs, quand on allait le retester derrière, après la phase test, en fait, les individus démonstrateurs préféraient aller pondre à l'autre endroit où elles avaient pondu lors de la phase première. Ça, on pense que c'est un effet de compétition, ce qui montre que, en fait, dans la nature, on a besoin d'être ensemble, de manière agrégée pour partager de l'information. Quand il y a des individus qui sont autour de nous, et du coup on a moins de probabilité de se faire bouffer, peu importe. D'accord ? Ça, c'est les effets bénéfiques de l'agrégation. Par contre, à partir du moment où tout le monde monte sur le même site, il va y avoir trop de larves, et de ce fait, on rentre dans un effet qui est un effet de compétition. Donc ça, on a aussi émis cette hypothèse qu'à partir du moment où les individus démonstrateurs avaient transmis pas mal d'informations, et là maintenant comment ça se fait, ça on ne sait pas trop, en tout cas, elles allaient pondre de l'autre côté. Alors, on ne sait pas si c'est parce qu'elles perdaient des éléments sur elles et que du coup c'était une mémoire externe à court terme,
du fait des éléments qu'elles avaient sur elles, ou s'il y a d'autres processus qui sont intégrés, mais en tout cas, c'est les résultats qu'on a obtenus. Donc voilà pour les drosophiles. On travaille aussi actuellement avec Jean-Louis et puis Olivier sur les fourmis. Donc ça, je vais passer rapidement dessus. Donc comme vous le savez, il y a une faible proportion de fourmis qui sont fourrageuses au niveau du nid. Et en fait, ces fourmis fourrageuses vont devoir transmettre la nourriture à l'ensemble des autres fourmis. Et il peut y avoir une cascade de trophalaxie où les individus fourrageuses vont transmettre aux domestiques, qui peuvent transmettre aux nurses, qui peuvent transmettre aux larves, etc. Donc on va essayer de comprendre comment le réseau était efficace au niveau de cette transmission de nourriture entre les différentes fourmis. Donc ce qu'a fait Olivier, c'est qu'en fait il a testé des colonies de tailles différentes sur lesquelles il a mis des petits QR codes pour pouvoir identifier les fourmis. Et puis il y avait la partie nid avec ou sans couvain, et puis la partie alimentation où les fourrageuses sortaient et revenaient. Et du coup, pendant à peu près 1 heure, on a pu suivre les fourmis de manière individuelle et regarder quand il y avait trophalaxie entre les différents individus. Donc on arrive à suivre de manière individuelle chaque fourmi, et puis on peut essayer de tirer des réseaux. Et la question c'est, est-ce que les réseaux qu'on va observer au niveau de cette transmission d'alimentation sont des réseaux qui sont efficaces? C'est-à-dire, est-ce qu'on va diminuer le nombre de contacts, mais favoriser la transmission de la nourriture à l'ensemble de la colonie? Et ça, c'est les premiers réseaux qu'on a pu tirer. Donc, du coup, même Olivier ou Jean-Luc n'ont pas encore vu ces réseaux, puisque je viens de les mettre ce matin. Sur 10 tests différents, et ce qu'on peut voir, c'est que c'est assez variable quand même. Vous avez des réseaux qui sont très en étoile, donc là, ça veut dire que vous avez un individu qui a fait la trophalaxie à l'ensemble des autres individus, une fourrageuse qui a transmis le reste de la nourriture. Et par contre, vous avez aussi des réseaux qui sont très connectés, avec des individus qui sont quand même centraux, qui sont très peu connectés entre eux. Et puis vous avez d'autres réseaux où en fait il s'est passé très peu de choses sur le même temps. Vous avez un individu fourrageur qui a transmis à un seul individu dans le nid, un individu fourrageur ici qui a transmis à un autre individu fourrageur. Donc maintenant à nous d'essayer de comprendre s'il y a des différences de centralité entre les individus fourrageurs versus les domestiques, et en fonction de s'il y a du couvain ou pas de couvain, savoir également comment les réseaux sont différents. Alors maintenant, si on va chez les primates, ce qui est assez différent, les primates qui vivent dans des groupes stables, avec des individus qui restent et des individus qui émigrent. Du coup, on s'est posé la question de savoir comment les entrées et les sorties des membres du groupe allaient changer le réseau. Est-ce que justement on allait voir des variations, ou est-ce que celui-ci était très robuste à ces changements d'individus au sein du groupe? Donc ça, c'est la première étude chez les Hervé. Et ensuite, on s'est posé une autre question, c'est comment la centralité des membres du groupe et la saisonnalité interagissaient pour faire varier la quantité de parasites externes, comme le coup, chez les macaques japonais. Donc en fait, les réseaux de primates, ils sont très très stables, de manière générale, et surtout la composition des membres du groupe qui sont très stables, avec des individus qui vont venir, qui sont chez les macaques, même chez les autres cercopithèques, comme les vergers ici, les mâles. Donc les mâles vont immigrer à la puberté, aller dans d'autres groupes, mais les femelles vont rester toute leur vie au sein du groupe. Et donc on va avoir un fort effet de la matriligne sur le réseau social, avec des interactions qui se font beaucoup plus intraparentés. Un effet de l'âge également, avec les individus jeunes qui vont interagir entre eux, les individus âgés qui vont plus interagir entre eux, comme on observe chez nous. Et puis un effet de la dominance. On va se poser la question si les individus dominants vont interagir entre eux, ou s'il va y avoir une compétition pour interagir avec les individus dominants, pour pouvoir faire de meilleures alliances, pour pouvoir mieux accéder à la nourriture. Donc des individus subordonnés qui vont essayer d'interagir avec des individus dominants, pour trouver des avantages à interagir avec ces individus dominants. Donc, tout ça fait que les individus vont avoir des finesses qui vont être plus ou moins importantes. Et puis la question qu'on se posait, c'était justement comment les individus entrant, comme les mâles immigrants ou les nouvelles naissances, et les individus sortant comme les morts ou les individus mâles
migrants allait influencer cette stabilité. Donc la question qu'il y a derrière, c'est une hypothèse assez importante quand on étudie les primates, c'est qu'on a l'hypothèse de l'intelligence machiavélique. C'est-à-dire que chaque individu au sein du groupe essaye de manager ses relations sociales pour augmenter son fitness, sa valeur reproductive. Donc, quand il y a un individu qui arrive au sein du groupe, ce qu'il est censé faire, cet individu, c'est essayer d'observer les individus qui sont en interaction, comprendre comment ces individus interagissent, et puis s'allier à ceux qui sont les plus dominants ou qui ont eux-mêmes le plus d'alliés, pour ensuite avoir lui-même le plus d'avantages au sein de ce groupe. En faisant ça, cet individu, il est du coup, normalement, il doit changer les autres relations qu'il y a au sein du groupe. Donc on a essayé de voir si la qualité et la quantité des individus qui rentraient dans un groupe allaient plus ou moins influencer la centralité sociale des autres individus. Donc on l'a fait en testant la centralité au niveau individuel et également en testant la stabilité au niveau des relations dyadiques, donc en paire d'individus avec les GLM. Alors, justement ici vous avez trois groupes différents, le groupe AK, le groupe BD, le groupe NH, et là vous avez les 8 périodes d'observation, ça s'est fait sur 2 ans, c'est des périodes d'observation de 3 mois. Et on a corrélé les matrices entre elles. Ici par exemple c'est pas 0, vous devriez y avoir, c'est plus 1, d'accord ? Donc ici, quand vous avez 0,75, ça veut dire que vous avez 75% des relations qui sont restées les mêmes, en gros, entre la période 1 et la période 3. Ce qu'on peut voir, c'est que de manière générale, tout est corrélé, et que de manière générale, la période 1 est corrélée à la période 2, 3, 4, donc même presque 2 ans après, il y a toujours une corrélation. Chez le groupe BD et chez le groupe NH, sauf au niveau de ce groupe AK. Donc on a quand même une certaine variation dans la stabilité des relations entre les groupes. Et là on peut voir également la variation moyenne de la centralité sociale eigenvecteur en fonction des périodes et surtout en fonction du nombre d'individus qui va rentrer dans le groupe. Et ce qu'on a pu voir, c'est que de manière générale, le nombre de femelles et de juvéniles qui entraient ou quittaient le groupe avait une plus forte importance sur la stabilité du groupe que les mâles qui rentraient. En fait, les mâles qui rentrent, qui sont les mâles migrants, n'ont pas de forte influence sur les changements qu'on peut observer. Par contre, dès qu'il y a un nouveau jeune qui naît, ça va pas mal modifier les relations sociales qu'on va observer entre les individus, puisqu'il y a une attirance pour les nouveau-nés de la part des femelles, par exemple. Et dès qu'il y a une femelle qui part du groupe, soit parce qu'elle est forcée à partir, mais surtout parce qu'elle meurt, là c'est pareil, ça va pas mal modifier les relations sociales qu'il va y avoir au sein du groupe. Et puis justement, avec RCNA, on a testé pour chaque groupe, donc ici vous avez les résultats pour le groupe AK, pour le groupe BD et pour le groupe NH, différents facteurs. Donc vous avez la triadic closure qui est la façon de former des triangles d'interaction. C'est-à-dire que si A interagit avec B et que B interagit avec C, quelle va être la probabilité que C interagisse avec A? Donc ça, la probabilité, elle est très forte chez tous les groupes. Donc de manière générale, on a cette triadic closure, et ça a des hypothèses sur la coopération, c'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose qui aurait évolué, cette formation d'alliance triadique pour pouvoir mener à des plus fortes alliances et une augmentation du fitness. Après, on a une probabilité assez importante de s'associer en fonction on rentre en compétition pour s'associer avec des individus qui sont centraux, pas forcément dominants, mais surtout centraux. Donc plus un individu est central, plus il a une probabilité à devenir central. On a une homophilie en fonction du sexe et de la matriligne, mais pas en fonction de la hiérarchie. Donc là, les mâles s'associent plus entre eux, les femelles s'associent plus entre eux, et les membres de la même matriligne s'associent plus entre eux également. Mais on ne s'associe pas en fonction de la hiérarchie, parce que justement, les individus subordonnés tendent à interagir avec les individus dominants. Et par contre, on a des effets qui vont être plus ou moins différents en fonction des groupes, selon l'influence des attributs du sexe de la matriligne sur la stabilité des relations. Donc là, on a vu que chez certains individus, la matriligne était très importante, et puis chez d'autres, pour certains groupes, la matriligne était très importante, et puis pour d'autres groupes, c'était plus la dominance, ou plus l'association
relations entre les partenaires de même sexe qui était importante sur la stabilité du réseau social. Alors, concernant la deuxième étude, c'était justement sur les poux. Donc les poux sont transmis de manière sociale, par contact. La transmission va forcément dépendre de la force de contact avec ces conspécifiques. Par contre, ce qui va être intéressant chez les primates, c'est qu'on va avoir le toilettage qui va faciliter le fait d'enlever ces parasites. Donc en fait, il y a certains endroits chez les primates où on ne peut pas avoir accès à ces parasites, on ne peut pas les retirer soi-même. Et donc le toilettage est avant tout un comportement hygiénique pour pouvoir retirer ces parasites. Et après, c'est devenu aussi un comportement social pour renforcer les relations, pour avoir des alliances, parce que c'est aussi un aspect déstressant, avec des lâchers d'endorphines au niveau des individus qui sont toilettés. Donc du coup, on a deux prédictions qui s'opposent. Soit les femelles, parce qu'ici on s'est concentré sur les femelles qui sont de sexe phyllopatrique, qui sont centrales au niveau des contacts et des grooming, vont avoir, du fait de cette centralité, beaucoup plus de parasites. Soit, parce que justement elles se font toiletter, elles vont avoir beaucoup moins de parasites. Donc on a essayé de comparer un peu ces deux prédictions et de savoir ce qui se passait. Donc on a évalué le pourcentage de parasites qu'un individu avait, la charge parasitaire justement en regardant le nombre de fois qu'un individu toiletté est porté à la bouche de parasites. Il s'avère qu'en fait il y a une étude qui a montré qu'à partir du moment où il y a un individu qui toilette et qui porte à la bouche, dans 98% des cas c'est un parasite externe, c'est pas juste une brindille, puisqu'en général si c'est une brindille il le jette. Donc quand il porte à la bouche c'est un parasite. On a testé la covariation entre différents facteurs. On a contrôlé par la saisonnalité, le statut reproducteur des femelles et puis le rang de dominance. Et puis on a également utilisé des permutations, puisque vous savez, quand on étudie qu'un seul groupe, on ne sait pas si ce qu'on observe c'est dû au hasard. On peut avoir une corrélation qui est due au hasard, ou alors on peut avoir un réel effet d'un paramètre sur la centralité des individus. Et du coup, afin de tester si c'est pas dû au hasard, on est obligé maintenant de faire des permutations. Donc en fait, on va comparer notre réseau à des réseaux aléatoires, 1000 fois ou 10 000 fois, et on va observer si du coup, ce qu'on observe c'est dû au hasard ou si c'est dû à un réel lien. Donc ici, vous avez par exemple le réseau social, en hiver, au printemps, en automne, en été, pour le contact ici, en bleu, et puis pour le toilettage en rouge. On peut voir qu'il y a certaines variations, surtout à certaines saisons, comme ici pour le toilettage. Et puis ici, vous avez la variation des indices de centralité et de la charge parasitaire. Ce qu'on peut voir, c'est que, de manière générale, on a une corrélation qui est négative envers les centralités et puis la charge parasitaire. Donc surtout, ce qu'on peut voir, c'est qu'on avait une interaction entre la centralité et la saisonnalité pour pouvoir prédire la charge parasitaire. Les femelles avec un haut degré au niveau du réseau de contact avaient peu de charge parasitaire, mais simplement en hiver et en été. Et de la même façon, les femelles avec un haut degré mais au niveau du toilettage avaient beaucoup moins de charge parasitaire et de la même façon en hiver et en été. Donc les deux hypothèses sont liées. Donc plus on a un degré qui est important, moins on a de charge parasitaire, que ce soit au niveau du contact ou du toilettage, qui montre que être toiletté et être central au niveau de son groupe, c'est un avantage, au moins d'un point de vue transmission des parasites. C'est pas dépendant du rang. Donc ça c'est assez intéressant, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas une compétition en tout cas sur la charge parasitaire pour l'accès au rang. Il y a également une forte importance de la saisonnalité, qui est soit due au changement hormonal par rapport au statut reproducteur, soit également due au fait qu'en fonction des saisons, les parasites vont être plus ou moins capables de se reproduire et de se transmettre d'individu en individu. On a du temps, je trouve. Donc
Donc la dernière partie sur la modélisation de la transmission des maladies chez les primates. Quand on va étudier la transmission des maladies chez les primates de manière générale, pas simplement chez les primates, on va avoir différents facteurs qui vont rentrer en jeu, principalement trois. Au niveau de l'hôte, la socialité va être très importante dans la transmission des maladies, donc la façon dont vont vivre socialement les individus. Après, il va y avoir l'immunité des individus, forcément, l'immunité de chaque individu. Vous avez le pathogène avec sa virulence et son mode de transmission, qui sont également différents. Donc ici, sa virulence, c'est simplement le fait qu'il soit plus ou moins virulent, et ici, la façon dont il va être transmis par contact ou par voie aérienne. Et puis, vous avez l'environnement avec des facteurs qui vont être plus ou moins stressants, qui vont affecter les individus et de ce fait leur immunité. Et puis, la saisonnalité qui va être importante également sur la façon dont le pathogène peut plus ou moins se transmettre. Donc en fait, ça c'est assez difficile à tester de manière empirique, donc on fait souvent appel à la modélisation. Après une modélisation multi-agent, je pense que vous connaissez tous, ce qui est intéressant c'est que vous pouvez avoir un niveau individuel avec des facteurs individuels, un niveau social avec des facteurs sociaux, et un niveau écologique où vous pouvez également intégrer différents paramètres globaux, espace, temps et pression. Et donc là, en fait, on a étudié de manière théorique la transmission des maladies chez deux groupes de macaques japonais, un qui vit à Koshima et un qui vit à Yakushima. Donc on a pris les données de toilettage qu'on a implémentées dans un modèle de transmission d'informations de maladies. Et la probabilité de diffusion va dépendre du réseau social, tout simplement. Et on a deux mesures en fonction de la centralité des individus. La probabilité à transmettre une information ou une maladie, et la probabilité à être soi-même informé ou à être infecté. Donc si on regarde déjà la façon dont la centralité des individus va varier en fonction de paramètres sociodémographiques. Au niveau du groupe de Koshima, vous avez ici le rang des individus, leur âge, et puis la taille de la matriligne. Et puis vous avez ici le betweenness, la force et la gain vector. Il faut que j'explique les différents coefficients. Ouais? Non? Si. Donc en fait, la betweenness, si vous prenez un réseau, ça va être le nombre de plus courts chemins qui vont passer par soi-même. Donc en fait, si vous prenez un individu, comme ça, hop. Si je veux qu'il y ait si je prends ce réseau-là, si je veux qu'il y ait une maladie qui soit transmise de cet individu à cet individu, je suis obligé de passer par cet individu-là. De la même façon, pour ces deux individus, ou pour ces deux individus, je suis obligé de passer par cet individu-là. Donc là, on va regarder comment on peut connecter ces deux individus, et le nombre de fois où on va passer par un individu, on va compter 1. Donc plus un individu va avoir un nombre de chemins qui va passer par lui-même, plus il va avoir une betweenness qui va être élevée. La force, c'est simplement le nombre de contacts ou de toilettage qu'on a reçus, pas le nombre d'individus, mais le nombre de contacts ou de toilettage. Donc là, ça veut dire qu'on va avoir justement plus ou moins des grandes forces comme ça. Et puis on va regarder, on va faire la somme. Là, vous avez 5, 3 et 4. Là, au total, ça vous fait cet individu-là. Et puis la gun vector, alors le degré c'est le nombre de connexions, donc ici c'est simplement 4, et la gun vector ça prend en compte la force des interactions d'un individu, mais également comment sont connectés les autres individus entre eux. Donc là c'est un paramètre qui est plus ou moins relatif, et du coup c'est un paramètre qui va évoluer entre 0 et 1. Donc un individu qui est fortement connecté aux autres individus peut avoir un fort gun vector, mais un individu qui est peu connecté et qui est connecté à des individus qui sont eux-mêmes très connectés peut également avoir un paramètre, parce que c'est un paramètre qui prend aussi en compte la connexion qu'on a, la connexion que les individus, la connexion avec, je vais y arriver, qui prend en compte la force des connexions des individus avec qui on est connecté. D'accord? Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fonction des différents paramètres, on n'a pas forcément les mêmes relations, et surtout, on a une relation avec le rang de dominance, la force et la gun vector. Après, le reste, c'est pas significatif. Et pour le groupe de Yakushima, on a à peu près la même chose. Il y a surtout la gun vector qui va être liée au rang de dominance. Et par contre, ici, on va avoir quand même un effet de l'âge par classe
sur l'eigenvector. Avec les vieux individus sont beaucoup plus connectés que les jeunes individus. Donc sur ce graphe-là, on a pour le groupe de Cauchy-Mar, en fonction de la betweenness, de la force et de l'eigenvector de chaque individu, le pourcentage que cet individu peut infecter au bout d'un certain temps, et puis la probabilité que cet individu soit infecté au bout d'un certain temps. D'accord ? Donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une relation qui est assez forte entre l'eigenvector et le pourcentage d'individus infectés. La force est un peu moins forte avec la betweenness. Donc plus on est connecté, plus on va infecter l'individu dans un certain temps. Okay, c'est pas du tout la même relation qu'on va avoir avec la probabilité d'acquérir cette infection ou cette information. On a quelque chose qui est significatif, mais on a quand même une variation qui est assez importante. En rouge, ici, c'est fait par rapport à des réseaux aléatoires. Donc on voit aussi qu'on n'a pas du tout la même distribution. Avec des réseaux aléatoires, on ne va pas forcément avoir une relation entre la force de connexion, l'eigenvector et la betweenness avec les paramètres d'infection, alors qu'on a quelque chose de significatif avec nos groupes de primates. Par contre, au niveau de Yakushima, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a également une relation entre le pourcentage d'individus affectés et l'eigenvector ou la force, mais que par contre, c'est quelque chose qui est beaucoup moins fort que ce qu'on a observé ici. Là, vous avez une relation qui est presque parfaite. Ici, vous avez une relation où vous avez pas mal de variations entre les individus. Donc on a essayé de comprendre pourquoi. On a à peu près la même taille du groupe, c'était 18 contre 21, c'est pas ça qui va changer grand chose. On a à peu près les mêmes mesures globales de centralisation, de modularité. Donc là pareil, on n'a pas, c'est pas ça qui fait la différence entre les deux groupes. Par contre, on a vu qu'on avait une distribution des centralités qui était différente, avec des groupes qui suivent un groupe Yakushima qui est plus proche d'un réseau aléatoire, alors que là c'était plus proche d'un réseau en puissance Scalfree, avec des individus très centraux, qui fait que du coup, on va suivre ce lien entre la probabilité d'être infecté et la centralité. Donc ça montre l'importance de l'efficience des réseaux, la façon dont les liens vont être distribués pour l'ensemble des membres du groupe, hein, puisque du coup la façon dont les individus vont être connectés, ça m'importe. Je ne vais pas pouvoir influencer sur l'ensemble des relations sociales, mais les relations sociales vont avoir un impact sur nos fitness en termes de transmission d'informations ou de transmission des maladies. Et ça, c'est très important à considérer. Donc ça, d'un point de vue appliqué, c'est aussi important puisqu'on essaye de le faire sur les humains, mais on essaye aussi d'appliquer maintenant chez les primates. Et il y avait une étude qui était sortie sur les chimpanzés par rapport à Ebola, et qui faisait un lien assez rapidement entre le rang des individus, leur rang hiérarchique et leur centralité, pour dire qu'on pouvait essayer de comprendre le rang hiérarchique qui était lié à la centralité pour pouvoir prédire et mieux vacciner les individus et éviter la propagation des maladies. Et en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est que en fonction des groupes, on n'a pas forcément ce même lien entre la hiérarchie, par exemple, et puis la centralité des individus. Donc ce n'est pas un raccourci qu'on peut faire pour tous les groupes. Il vaut mieux essayer de comprendre la centralité plutôt que juste relever la dominance. Et du coup, par rapport à la vaccination qu'il peut y avoir derrière, c'est deux processus qui sont complètement différents. Alors, justement, là, on a vu qu'on avait un effet qui était assez différent avec deux groupes de la même espèce, à peu près la même taille de groupe. Donc on a essayé d'aller un peu plus loin en faisant des méta-analyses sur 45 groupes de primates. Et en fait, ce qui est fait généralement, c'est qu'on regarde souvent les paramètres, l'influence des paramètres individuels ou des paramètres globaux au stade final d'infection, c'est-à-dire quand l'épidémie s'est faite, en combien de temps ou sur combien d'individus. Et nous, on a pris des stages, des étapes intermédiaires, où on a pris au début de l'infection, au milieu de l'infection, à la fin de l'infection, on a pris 5 étapes comme ça, on a essayé de comprendre comment les paramètres globaux allaient influencer l'infection, mais dans ces différentes étapes. Donc on a calculé différents paramètres, l'indice de centralisation, qui est la façon dont un réseau va être centralisé, la densité, la modularité,
puis on a rentré également ces paramètres dans le même modèle qu'on a utilisé précédemment. Donc là, voilà, vous avez différentes espèces de primates. Sur les 45 groupes, il y a une vingtaine d'espèces de primates à peu près. Donc voilà la centralisation. Ici, vous avez un réseau qui est très centralisé, qui est d'ailleurs le plus centralisé qu'on peut avoir. On appelle ça un réseau en étoile. C'est un individu qui permet de connecter l'ensemble des autres individus. Ici, vous avez un réseau en scale free, c'est-à-dire que vous avez quelques individus centraux et puis qui sont connectés entre eux de cette façon. C'est ce qui ressemble avec des réseaux souvent des communications, comme les aéroports par exemple. Et puis là, vous avez un réseau très connecté où l'ensemble des individus ont à peu près la même centralisation. Donc c'est un réseau distribué avec une absence de centralisation. Et la modularité, c'est ça, ça veut dire que vous avez des sous-groupes d'individus qui sont plus ou moins connectés entre eux, et quand même connectés, les groupes sont connectés, les sous-groupes sont connectés entre eux, mais avec beaucoup moins de liens. Et donc ici, on va essayer de comprendre comment la propagation se fait au sein des sous-groupes, et ce transfert de sous-groupe en sous-groupe. Donc un autre exemple ici, si vous prenez un réseau complet, c'est-à-dire un réseau où tous les individus sont connectés entre eux, et bien forcément vous avez une densité qui va être de 100%. Vous avez également une centralisation qui va être nulle, et puis vous avez une modularité également qui est nulle, puisque c'est un réseau complet, ces deux paramètres sont des zéros. Là on voit également qu'il y a un lien entre la centralisation et la modularité, même s'il y a une variance qui est assez importante, il y a quand même un lien. Ça veut dire que des réseaux qui vont être de plus en plus centralisés vont montrer une modularité qui va être de plus en plus importante également. Donc au niveau global, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient un effet de la centralisation sur le temps total de transmission d'une entité, de l'infection, de cette façon-là. Et puis on obtient aussi un effet de la taille de groupe avec le temps total de transmission de l'information qui va diminuer avec la taille de groupe. Donc là, c'est pas par individu. En fait, on peut penser, je vais discuter avec Jean-Louis de ça, on peut penser que plus il va y avoir d'individus dans un groupe et que plus le temps pour infecter l'ensemble des membres du groupe va être important. Et en fait, dû à des effets d'amplification, plus il va y avoir d'individus dans un groupe, moins il va falloir de temps pour pouvoir infecter l'ensemble des membres du groupe. Par contre, en regardant d'étape en étape, on a pu voir que les paramètres n'avaient pas le même effet. Et en fait, on obtient ça. Alors, vous avez ici les résultats qu'on peut avoir pour un pathogène qui est considéré comme avec une infection, une probabilité de transmission qui est modérée, comme Ebola par exemple. Donc Ebola, vous l'avez, vous êtes presque sûr de mourir. Par contre, la probabilité qu'un individu transmettra à un autre, elle est très faible. D'accord ? Ou en tout cas, elle est modérée. Et puis, vous avez pour un pathogène qui a une forte probabilité de transmission, comme un rhume par exemple, là où un petit virus, une gastro, là vous n'avez pas beaucoup de risques à part des risques digestifs, vous n'avez pas de risque de mourir, par contre la transmission elle est très forte. D'accord ? Et ce qu'on peut voir, c'est que la taille du groupe a une influence à chaque étape dans la transmission. Par contre, la centralisation pour un pathogène modéré a un effet sur le stage, sur l'étape 1 et l'étape 2, et puis la modularité a un effet sur l'étape 2, 3 et 4. Et au contraire, quand on prend un pathogène avec une contagion plus importante, la centralisation a un effet à l'étape 3 et à l'étape 4, et la modularité a un effet à l'étape 1, 2 et à l'étape 3. Donc ici, en fonction de la... j'arrive pas à trouver contagiousness en français, c'est quoi? Degré de contagion. Ouais, en fonction du degré de contagion. Le degré de contagion. Ouais, voilà, ok, degré de contagion. En fonction du degré de contagion, on va avoir des effets qui vont être différents. Et puis, on va avoir aussi des effets différents à chaque étape. Là, vous avez la même façon, le même graphe, enfin les mêmes résultats qui sont représentés, mais on a mis en rouge les tailles de groupe importants et en bleu les tailles de groupe qui sont plus faibles. D'accord ? Donc petite taille de groupe versus grande taille de groupe. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'on n'a également pas le même effet en fonction de si on est dans un petit groupe ou de si on est dans un grand groupe. Donc ici, si vous regardez la centralisation, eh ben,
on a un effet négatif sur la probabilité d'infection au stage 1 et au stage 2, alors qu'on a un effet positif pour les petites tailles du groupe. Et même chose pour la modularité. Et ici, on a également la même chose qui va être inversée en fonction des tailles du groupe. Donc ça, on est en train de travailler dessus. Il y a une hypothèse qui, moi je ne crois pas trop, mais au moins on travaille dessus. De manière innée, à partir du moment où on a de plus en plus d'individus dans un groupe, on va pouvoir interagir de moins en moins avec chaque individu du groupe. De ce fait, il y a des connexions différentes qui vont se créer. Et de ce fait, comme la densité diminue, normalement la centralisation et la modularité du groupe augmentent. Donc ça, c'est une hypothèse qui est en fait, c'est contingent. En fait, l'augmentation de la modularité et de la centralisation est contingent à l'augmentation de la taille du groupe, du fait qu'on ne peut pas interagir avec tout le monde. Ok, c'est pas une adaptation. Il y a une hypothèse qui a été émise, et ça s'appelle le social bottleneck hypothesis. C'est que, étant donné que quand la taille du groupe augmente, il y a de plus en plus de probabilités pour qu'on soit infecté par un pathogène, du fait des phénomènes d'amplification. Le groupe aurait évolué de manière à présenter une certaine modularité, une certaine centralisation, pour que s'il y a une contagion, ça se fasse au sein d'un sous-groupe, mais ça ne puisse pas passer la barrière du sous-groupe au groupe en entier. D'accord ? Donc en fait, il y a des hypothèses là-dessus qui disent que la modularité, du fait d'un népotisme, donc une préférence pour les apparentés beaucoup plus élevée, serait une adaptation pour éviter la transmission des maladies. Vous avez aussi quelque chose qui est assez important là-dessus, ça s'appelle l'hypothèse du stress parasitaire. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Il y a des chercheurs qui ont commencé à observer ça. C'est une hypothèse qui a été émise chez les humains, qui dit qu'en Occident, on a des systèmes qui sont relativement démocratiques, et qu'en Afrique, on a des systèmes qui sont moins démocratiques, un peu plus dictatoriaux, et surtout avec un népotisme, une préférence pour les apparentés qui serait plus élevée. Et en fait, ils ont comparé ça par rapport à la pression parasitaire. Comme quoi, en Occident, du fait d'un hiver beaucoup plus froid, on aurait des parasites beaucoup moindres, une pression parasitaire beaucoup moindre, alors qu'en Afrique, avec des différences de température qui sont plus ou moins, qui sont beaucoup moins importantes, il y aurait une pression parasitaire qui serait plus élevée. Et cette pression parasitaire aurait mené les individus à être humains, à être plus agressifs et plus nespotiques, menant à des systèmes dictatoriaux. Donc des systèmes sociaux plus ou moins modulaires centralisés comparés en Occident, où on aurait un système qui serait moins modulaire et moins centralisé. C'est assez intéressant parce que du coup ça nous quand même... je pense que notre système il est inné, enfin pas inné, mais c'est nous qui avons mené à ce système-là. Alors là, ça serait plus vraiment une influence environnementale sur notre façon de décider. Mais il y a des études qui ont été faites chez quelques espèces animales qui s'avéreraient qu'en fonction de la pression parasitaire qu'on applique sur les animaux, on observe cette modification du système social également vers des systèmes moins modulaires et centralisés par rapport à des systèmes plus connectés. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est assez important. Donc voilà, donc en fait on peut vite comprendre l'influence de la centralisation sur la probabilité de transmettre les maladies. Je ne vais pas forcément en parler parce que je pense que j'ai beaucoup de temps. Donc là, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait des paramètres globaux, la modularité, la taille de la population ou du groupe, et individuels qui avaient influencé la transmission des maladies ou d'informations. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, d'un côté, on a les maladies où si on est très connecté, ben, on va tous être malades, d'accord ? De l'autre côté, si on veut partager de l'information, il faut être connecté. Donc là, on a deux pressions, la pression d'acquérir de l'information et la pression de ne pas transmettre des maladies qui s'opposent. Et la question, c'est comment le réseau social va refléter un peu ce compromis entre la pression d'acquérir l'information et puis la pression parasitaire d'éviter les maladies. Donc ça, c'est la dernière étape de notre étude, enfin de notre réflexion, où on essaye de comprendre un peu comment le réseau social peut refléter ce compromis. Alors, donc en fait, c'est ce que je viens de vous expliquer, les individus ont besoin de se connecter pour acquérir l'information et ils ont besoin de s'éviter pour éviter la diffusion des maladies. Donc si
si vous avez besoin d'informations, vous avez besoin de développer des relations, et si vous avez besoin d'éviter les maladies, vous avez besoin d'éviter. Donc c'est ce qu'on a représenté ici, avec en gros la façon dont on peut observer différents réseaux. Donc là, vous avez la pression des maladies, et là, la pression de l'information. Si vous avez une faible pression des maladies, mais une forte pression d'acquérir l'information, normalement, ce que vous êtes censé observer, c'est des réseaux complets. D'accord? Pas de maladie, mais vous avez besoin d'acquérir l'information. Vous vous connectez à tout le monde, vous avez toujours l'information, il n'y a pas de souci. Si vous avez une forte pression des maladies, mais une faible pression d'information, pas besoin d'acquérir l'information, mais besoin d'éviter d'avoir des maladies, normalement, vous allez éviter d'être en contact avec l'ensemble des membres du groupe. Donc là, vous avez plus un réseau qui va être nul. Et puis entre deux, vous pouvez avoir des réseaux aléatoires qui vont varier plus ou moins en fonction de la pression appliquée par ces deux paramètres. Et on va voir comment la centralisation et la modularité va évoluer en fonction de la pression de ces deux paramètres. Donc on va essayer de développer un modèle, on est en train de le faire, où en fait on peut appliquer différentes pressions pression parasitaire, pression d'acquérir l'information, voir en fonction de comment les individus se connectent entre eux, savoir si un individu a une information et qu'il a également une maladie, mais l'autre individu a l'information, l'autre individu a la maladie, comment on va varier l'ensemble des relations de manière temporelle, et regarder à la fin quel réseau va émerger de ce modèle. Donc voilà, et ce qu'on essaye de faire également, et pour l'instant ça n'a pas trop fonctionné, mais on aimerait bien faire ce qu'on montre de manière théorique et l'appliquer sur le terrain, c'est-à-dire essayer de modifier d'un point de vue parasitaire les individus, voir si ça va avoir une influence sur le réseau social, et de ce fait, si ça a une influence sur le réseau social, comment ça va influencer la transmission d'informations. Donc essayer de combiner à la fois l'expérience de transmission d'informations et l'expérience parasitaire sur le terrain. Donc là, la collaboration avec Andrew McIntosh, il est en train de faire des expériences où sur les macaques japonais, par exemple, il en met du vermifuge qui enlève tous les vers, et puis il regarde au fur et à mesure comment ça se réinfecte, mais il regarde aussi comment ça change le comportement des individus qui ont été vermifugés. Ça, c'est également des expériences qu'on peut faire chez les insectes. Donc chez les drosophiles, c'est un peu moins possible. Mais chez les fourmis, il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place. Donc ce qu'on a pu voir, c'est qu'on avait des pressions environnementales qui allaient avoir un effet sur les propriétés du réseau social, qui allaient avoir un effet sur la fonctionnalité de ce réseau, en termes d'information et de leadership. Ça, je n'ai pas abordé cette partie, mais la façon dont les individus vont décider collectivement est aussi très influencée par le réseau social. Et sur la pression parasitaire. Et on peut avoir, à travers une sélection naturelle ou culturelle, un retour sur, par rapport à cette pression environnementale, et du coup, pour pouvoir avoir un réseau qui est de plus en plus efficace. Alors justement, c'est ce qu'on a montré ici, quand on a fait cette méta-analyse sur les primates. On a regardé un peu l'efficience du réseau. Donc la façon dont un réseau est efficace, c'est-à-dire le nombre de connexions, la façon dont une information va être transmise rapidement dans un réseau, tout en diminuant au maximum le nombre de connexions. D'accord ? Et donc cette efficience va diminuer en fonction de la taille de groupe, elle va diminuer en fonction de la centralisation, mais ce qu'on a pu montrer chez les primates, c'est que l'efficience était corrélée à la taille du néocortex. C'est-à-dire que plus les individus, plus l'espèce allait être entre guillemets intelligente, plus elle allait montrer un réseau social qui allait être efficace. Ça, on a montré pas juste sur les humains, mais sur différentes espèces de primates. Alors, la relation, elle est faible, mais en tout cas, elle était significative. Et ça veut peut-être dire qu'il y a justement des processus évolutifs à l'œuvre dans la sélection de l'efficience des réseaux. Donc pour finir, c'est en gros le schéma global qu'on peut essayer de dessiner pour voir comment on peut avoir une sélection des réseaux via la caractéristique des individus, puisque ce n'est pas une sélection de groupe, c'est plus une sélection qui passe à travers les individus. Donc vous avez des caractéristiques individuelles et puis vous avez des pressions sélectives, des pressions de sélection. Les caractéristiques individuelles vont influencer la façon dont un individu va interagir, la façon dont il va développer ses relations sociales, et de ce fait,
la forme du réseau social. Et ici, vous avez en parallèle le facteur qui est lié, donc les interactions, c'est le comportement de l'individu, les relations, c'est plus au niveau de la socialité, et le réseau social, on va regarder son efficience. Et en fait, les pressions de sélection, elles peuvent avoir une influence sur chacun de ces niveaux, et de ce fait, ça va avoir une influence sur le fitness, la valeur reproductive des individus, qui, à travers différentes pressions de sélection, peut influencer les caractéristiques individuelles. Donc ça peut être une sélection naturelle, à travers la sélection de différentes personnalités qui vont mener à une forme caractéristique du réseau social, en sélectionnant l'agressivité, la préférence pour les apparentés. On peut avoir des formes de réseaux sociaux qui vont être différentes. Ça peut être aussi à travers la sélection de groupe, la sélection culturelle, où en fait, grâce à l'apprentissage de notre évolution, quand on génie dans un groupe, on va apprendre à interagir et développer des relations sociales de plus en plus efficaces. Donc ça, c'est ce qui s'appelle la cultural brain hypothesis, donc l'hypothèse du cerveau culturel, comme quoi notre cerveau s'améliore de génération en génération, mais ce n'est pas de manière génétique, c'est plus par rapport à notre autogénie qui est longue, puisqu'il nous faut 20 ans avant notre cerveau immature, et qu'on va développer un cerveau en fonction des pressions qu'on a autour de nous avec notre société. Et puis vous avez aussi des hypothèses du collective brain, donc le cerveau collectif. Ça c'est Heinrich qui a montré ça, qui dit que c'est pas le cerveau qui a modifié notre société, mais que c'est plus notre société qui a modifié notre cerveau et la façon dont on se fait avec. Donc on peut évoluer vers des sociétés avec des réseaux de plus en plus efficaces, même si c'est pas inscrit en gros dans notre génie. Donc voilà, si vous êtes intéressé, on avait publié un bouquin avec pas mal de chercheurs français sur l'analyse des réseaux sociaux appliqués à l'éthologie et à l'écologie. Et voilà, je voudrais remercier l'ensemble des personnes qui travaillent avec moi sur ce projet. Merci beaucoup. Allez-y, pour les questions. Si je ne vous ai pas perdu. Oui. On parlait du schéma, donc, si j'ai bien compris, il y aura un impact positif, une pression du network sur l'environnement, etc. Donc il y aurait un réseau de plus en plus efficace. Est-ce qu'on pourrait imaginer, si je prends notamment l'exemple du paramètre de centralisation, donc un pathogène qui est plus virulent, si j'ai bien compris, va influencer un réseau de manière que le réseau soit plus centralisé, feedback positif et donc de plus en plus efficace. Est-ce qu'on pourrait imaginer plutôt une oscillation, dans le sens où il y aurait donc une centralisation, et donc le pathogène va évoluer de manière à être moins virulent, et donc le réseau serait moins centralisé, donc le système plus complexe d'évolution. Est-ce qu'il y aurait plutôt une oscillation plutôt qu'une... On peut imaginer, mais du coup, là, c'est par la modélisation, je ne sais pas trop comment... Du coup, on n'a aucun moyen de vérifier. Oui, c'est juste... Ah oui, c'est un peu comme la course à l'armement, où chacun s'adapte à l'autre. Ça, c'est les principes de l'évolution. Mais après, la manière dont on peut le vérifier, c'est presque impossible. Après, un pathogène, il n'a aucune... d'un point de vue évolutif, mais un pathogène, il n'a aucun intérêt à ce que son modèle, son hôte, disparaisse. Donc, d'un point de vue évolutif, il est censé évoluer pour que ne puisse pas faire disparaître son hôte. Donc, il doit être le moins virulent, enfin, même s'il est virulent, il faut que sa virulence doit évoluer, parce que du coup, s'il fait disparaître son hôte, il disparaît lui-même. Et puis, sa façon d'être transmis doit aussi évoluer de manière à impacter, mais le moins impacté possible, son hôte. Et après, ça va être en fonction de l'évolution. Parce que là-dessus, il y a combien il y a de virus en nous qui ne sont pas... qui n'apportent aucune modification de symptômes, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Parce qu'on parle toujours de virus dans le sens où on parle
un virus, ça apporte des symptômes. Et les virus peuvent avoir des symptômes pour pouvoir nous affecter. Donc, combien il y a de virus au total chez les humains, en nous, mais avec quelle est la proportion de ceux qui apportent des symptômes? En fait, le symptôme du virus, c'est plus un hasard ou quelque chose comme ça, et il n'a pas développé par intérêt. On veut pouvoir se développer, il a juste un virus, il n'a pas intérêt à apporter des symptômes à l'homme, il a plus intérêt à ne pas apporter des symptômes. C'est juste qu'il y a certains virus mais je ne sais pas quelle est la partie de virus qui n'apporte aucun symptôme et la partie de virus qui apporte des symptômes. J'ai déjà posé ces questions, mais jamais été capable de Je pense qu'on ne sait pas. Hein? Quand on regarde, dans les descriptions qu'on fait justement pour essayer de identifier des virus en masse, on en trouve des tas dans les familles de coronavirus, etc. Parce qu'on ne va jamais chercher, parce qu'il n'y a pas de symptômes. Ah oui, c'est ça, on n'a jamais cherché ces virus parce qu'il n'y a pas pas de symptômes. d'information existe. Ouais. Mais c'est vrai qu'on pense toujours à virus ou bactéries comme quelque chose qui doit apporter des symptômes, mais finalement, pour lui, il n'a aucun intérêt à apporter des symptômes, au contraire. Donc, après, ça tombe la proportion de bactéries ou de virus qui apportent des symptômes, et c'est peut-être minuscule par rapport à ceux qui sont en nous, qui se reproduisent et qui se transmettent, mais qui n'ont aucun symptôme. Donc l'efficacité du réseau, on peut augmenter, elle augmente très linéairement ou elle arrivera en plateau Ah bah à un moment donné, tu peux plus. Après, ça va dépendre des différentes pressions de sélection environnementale qu'il y a à un moment donné sur l'individu et sur le réseau lui-même. Donc là, en fait, il n'y a pas une efficacité. C'est un peu comme. Tu ne peux pas te focaliser sur un paramètre, sur une pression sélective qui serait la maladie, puisque un groupe d'individus, il y a différentes pressions qui vont venir de l'extérieur, la pression de la maladie, la pression d'acquérir l'information, la pression de prédation. Mais au sein du groupe, tu vas aussi avoir différentes pressions sociales entre les individus. La pression d'avoir accès à la nourriture, la pression ça c'est majoritairement d'avoir accès à la reproduction. Donc en fait, en fonction de ces différentes pressions, tu vas avoir un réseau qui va être différent. Et le principe, c'est à quel point ce réseau va refléter le compromis, va être un compromis entre ces différentes pressions. Donc pendant longtemps, on a essayé de chercher à comprendre les différentes organisations sociales en fonction surtout de la pression d'acquérir l'information, ou la quantité de nourriture dans l'environnement et la pression de prédation, par exemple. Ça, on a montré que ce n'était pas possible. En fait, on ne peut pas l'expliquer chez les primates. Chez les macaques, on a des espèces qui sont que despotiques et dépotiques, avec des réseaux très centralisés et très modulaires, et puis des espèces plus tolérantes ou égalitaires, avec des réseaux plus ou moins connectés, moins centralisés et moins modulaires. Et ça, c'est pas en fonction de l'environnement que tu peux expliquer la variation de ces réseaux au sein du... En fait, les espèces, c'est très stable au niveau des espèces, et c'est pas l'environnement qui explique ça. C'est plus une inertie phylogénétique où, en fait, à un moment donné, ça a évolué, mais depuis, c'est transmis de génération en génération, via les facteurs génétiques, mais également épigénétiques et sociaux, qui fait qu'on a cette tolérance ou ce despotisme qui est également possible. Par contre, on n'avait jamais cherché d'un point de vue transmettre l'information ou transmettre les maladies, qui est un autre niveau. Donc moi, c'était ça qui m'intéressait et sur lequel je voulais me positionner. Peut-être que j'ai faux et que je ne verrai jamais de compromis entre les deux parce que soit c'est trop complexe, il y a trop de facteurs qui rentrent en jeu, soit je me positionne à un mauvais niveau. Je suis intrigué par ton exemple sur les drosophiles. Donc tu dis d'un côté qu'il y a de la compétition chez les drosophiles pour les ressources, et tu dis d'un autre côté qu'il y a certaines drosophiles qui laissent d'autres drosophiles les copier pour pondre au même endroit. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction? C'est un compromis entre les avantages de la vie en groupe et les inconvénients de la vie en groupe. Quels sont les avantages de la vie en groupe chez les drosophiles? Ah, c'est quoi les avantages de la vie en groupe? Le fait de partager l'information au niveau des adultes, et le fait de, si on est au niveau d'un site dans lequel il y a une drosophile a pondu ses larves, et qu'il y a un prédateur qui arrive, et ben, plus il y a de larves dans ce fruit pourri ou dans ce site de nourriture,
moins la probabilité que ça soit Talarf qui se fasse bouffer est importante. D'accord, Ça, c'est les avantages. mais Mais tu par dis contre, que- derrière oui. ça, derrière ça, plus il y a de larves dans un cycle de nourriture, moins il y a de nourriture disponible par l'arbre. Donc là, on tourne en effet inverse. Donc du coup, on a vraiment ce compromis entre les avantages et les inconvénients. Et du coup, ce changement de stratégie de la part des individus démonstrateurs, pour nous, ça serait comme essayer d'éviter justement cet inconvénient de la vie en groupe en changeant de flux artificiel de cycle de nourriture. Mais enfin, je trouve qu'il y a un détour logique dans ce raisonnement, dans la mesure où, si on veut éviter les inconvénients de la vie en couple, il faudrait commencer par ne pas copier les démonstrateurs. Est-ce qu'il est démontré que vis-à-vis de la prédation, par exemple, chez les drosophiles, la vie en groupe est plus avantageuse? Je vois bien qu'on peut démontrer facilement que la compétition est un problème. Là-dessus, après, de manière générale, par simple procédé. Enfin, il y a différents effets qui font que la vie en groupe permet de moins se faire bouffer par individu. Chez les drosophiles, l'effet de dilution, l'effet de défense active, l'effet de vigilance partagée, des choses comme ça. Donc juste l'effet de dilution, le fait que tu sois 10 ou que tu sois 1, fait que Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça, ce sont des considérations relativement générales sur les bénéfices de la vie en groupe. Et on trouve des exemples, je ne sais pas, chez les poissons, chez d'autres. Ouais. Mais par contre, ce que moi je sais des drosophiles, c'est qu'on a fait des expériences de compétition. Et quand elles sont plus nombreuses, ça va moins bien pour elles dans une ressource donnée. Et par contre, est-ce qu'on a pu mesurer les bénéfices d'être nombreux dans une ressource donnée chez les drosophiles? Je ne sais pas s'il y a des papiers là-dessus. Je ne suis pas un spécialiste de la drosophilie, donc je travaille avec Frédéric là-dessus. Moi, j'étais plus sur l'aspect réseau social. Et c'est lui qui a apporté ces hypothèses qui, pour moi, étaient valables par rapport à ce que je connaissais sur les autres espèces. Après, est-ce qu'il y a des papiers là-dessus sur la drosophilie? Je serais incapable de le dire. Oui. J'ai pas tout le monde compris dans la méta-analyse avec les maladies. En fait, si vous venez sur la transmission, sur la virulence, sur les virus. Donc, vous parliez de contagiousness. Alors, la contagiousness, c'est juste la transmission, c'est pas la virulence. D'accord. Et quelle pourrait être. Parce qu'en fait, justement, si on a une maladie qui est peut-être transmissible, déjà, mais qui a un impact quasiment nul sur les personnes qui en sont malades, est-ce que ça va pas. L'impact que ça peut avoir sur la structure du réseau social, quel est-il? Après, ça dépend de. Oui, il faut considérer les différentes. C'est assez difficile à mettre en. C'est très hypothétique dans le sens où, déjà, je parle de réseau social, mais il y a des maladies qui vont se transmettre par contact, d'autres qui vont se transmettre par voie aérienne, d'autres qui vont. C'est parce que vous allez toucher la barre de métro que vous allez attraper la maladie. Donc, en fait, déjà, c'est pas aussi simple. Et puis, en plus, on n'a pas qu'une maladie, on a différentes maladies. Donc c'est vrai qu'on est dans un système où on va avoir des maladies qui vont avoir un fort impact sur notre fitness. En gros, on va mourir. Donc celle-là, on essaye de faire en sorte qu'elle ne soit pas trop présente, justement. Et puis il y a des maladies qui sont là et puis qui vont avoir un impact plus ou moins limité sur notre fitness. Il faut quand même que ça ne soit pas à répétition parce que sinon on va se fatiguer et ça va mener à des stress chroniques qui peuvent avoir un impact beaucoup plus important sur notre corps. Après, je pense que si on réfléchit de manière au niveau d'une maladie, oui, c'est comme les virus qui ne sont peut-être pas virulents. Si on a un rhume et que ça n'a aucun impact sur notre fitness, c'est censé avoir du coup aucun impact sur notre façon d'interagir avec les autres individus. Même si celui-là se transmet facilement. Est-ce qu'il ne faut pas à un moment faire intervenir ce virulent? Ah si, oui, mais là c'est la prochaine étape. En particulier dans la partie sur le trade-off. Parce que si on part sur la trade-off, c'est une virulence qui est minime. Mais là, on va jouer là-dessus dans notre modèle. Parce que là, du coup, on n'a pas joué, on a juste regardé la diffusion des maladies, sans regarder forcément la virulence, l'impact sur le fitness. Mais là, du coup, dans notre modèle, on va jouer avec cette nécessité de ne pas rentrer en contact, parce que ceux qui sont en contact, en gros, ils meurent. Donc, en fait, on va faire des générations d'individus, puis regarder un peu comment ça va se passer. Et regarder, juste à un moment donné, si le groupe il disparaît parce qu'il était trop en contact et qu'il y avait une virulence trop importante, il y avait, du coup, ça veut dire que la façon dont les règles qui étaient rentrées en compte vont essayer de disparaître et on va voir juste pour chaque paramètre
aux pressions qu'on va appliquer, on va voir quels sont les paramètres d'interaction qui ressortent du modèle et quel type de réseau social on va avoir derrière. Il y a aussi d'autres paramètres qui vont jouer en compte, qui vont être la virulence individuelle. Parce que c'est pareil chez les hommes, parce qu'on connaît ça chez les hommes, et ça va être probablement la même chose chez les animaux, vous avez aussi le 80-20, la loi de Pareto. Où en fait, 80% des infections sont faites par 20% des individus. Et puis vous avez des individus qui vont avoir beaucoup de maladies en eux, et dès qu'ils vont toucher quelqu'un, pouf, ils vont transmettre la maladie. Et par contre, eux, ils ne vont pas développer trop de symptômes. Et puis vous avez d'autres individus, ils vont avoir la maladie, ils vont être super malades, et par contre, eux, ils ne vont pas transmettre beaucoup. Donc en fait, il y a même une variation individuelle au niveau d'une maladie où vous avez certains individus. 20%, en fait, normalement, il y a 20% des individus qui transmettent 80% des infections. Parce qu'il y a des individus qui produisent beaucoup la maladie et qui vont vite la transmettre. Et puis il y a d'autres individus qui ne vont jamais la transmettre. Et ça, je ne sais pas trop comment ça se fait. Je ne suis pas un spécialiste de ça. Mais je sais qu'on en avait discuté et qu'on voulait le rajouter nous dans nos modèles. Parce que chez les humains, ils commencent à travailler là-dessus. En plus de la centralité, essayer de voir comment la virulence par l'individu affecte la transmission des maladies. Moi j'avais une question par rapport à l'étude, donc c'était l'hypothèse de la pression du stress parasitaire. Donc comment est-ce que le nombre ou l'intensité du stress parasitaire influence le type d'interaction sociale, et par rapport à la volonté de modifier ça et voir comment est-ce que ça influençait les réseaux sociaux, je me demandais si c'est des comportements complexes qui ont évolué sur de longues périodes de temps en contact avec certains parasites ou certaines pressions qui étaient maintenues, etc., et qui ont mené à des réseaux différents. Est-ce qu'à l'échelle d'une génération ou de 2 ou 3 générations, on est capable, juste en modifiant tout d'un coup un facteur qui a été relativement constant, sans doute avec certaines variations, de réellement modifier les réseaux d'interaction? Est-ce que c'est possible? On peut voir déjà les changements individuels, les changements de comportement individuel en fonction de la pression parasitaire, et puis avoir une idée de ce truc-là. Désolé du branchement. Donc il y a quand même une part individuelle consciente dans le choix des interactions. Donc c'est-à-dire qu'il y a alors une certaine conscience du degré... C'est pas une conscience. Chez les fourmis, on a montré qu'il y avait une immunité sociale, elles ne sont pas conscientes. Chez les fourmis, par exemple, il y a une immunité sociale. Une fourmi qui va être malade, elle peut s'isoler du groupe pour essayer d'éviter d'infecter les autres individus. C'est pas une conscience, c'est un comportement simple sélectionné de génération en génération. Faut juste, Après, nous on voulait faire ça chez les fourmis, puis finalement, d'après ce que j'ai pu voir, ça ne marche pas trop chez les fourmis. Ce qu'on cherche à comprendre, c'est comment les autres individus vont modifier leur comportement quand il y a un individu qui est malade. Le problème, c'est ce qui se passe pour l'instant chez les fourmis, c'est que c'est l'individu malade qui modifie son comportement pour aller s'isoler. Et du coup, ça ne change pas. À part lui, sa centralité à lui, ça ne change pas grand-chose au reste du groupe. C'est juste lui qui se casse. Il va mourir dans un coin, ou quelque chose comme ça. Et puis après, voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe chez les fourmis. Chez les humains, on ne sait pas trop comment ça se passe. On sait que nous, quand on est malade, on peut s'isoler. Mais on sait aussi qu'il y a des paramètres où quand on voit quelqu'un qui est malade, on ne cherche pas trop à le toucher, par exemple. Ça, c'est des phénomènes des comportements simples qu'on n'a pas appris, qui sont de manière naturelle, je pense, qui font qu'en fonction des maladies, on va avoir une évolution du réseau. Donc on peut l'étudier à une génération, et après on peut regarder à travers différents processus comment ça peut modifier de génération en génération le réseau. Mais par contre là, il faut sélectionner des espèces qui ont des générations très courtes. Donc, voilà, chez la drosophile, ça peut être le cas. Chez la drosophile, elle est grégaire, donc c'est assez difficile par contre, parce que c'est pas social comme la fourmi pour mesurer les interactions. Par contre, ce qui est intéressant avec la drosophile, c'est qu'on a différentes souches qui vont avoir des degrés d'agrégation ou de socialité qui vont être plus ou moins différents, avec des souches qui interagissent quand même pas mal entre elles, par rapport à d'autres souches. Et on peut essayer de voir un peu comment ces souches vont se comporter et comment on peut modifier les différentes souches. Et en plus, on peut les croiser entre elles, on peut modifier des gènes, tout est connu, donc on sait qu'on peut modifier pas mal de choses pour pouvoir... Mais ça, c'est un travail qui ne peut pas se faire juste par un chercheur, et c'est un travail qui est sur des années et des années.
j'avais une question. Est-ce qu'on pourrait raisonnablement imaginer utiliser ce genre d'outil pour essayer d'apporter un peu plus de subtilité dans les politiques vaccinales? J'entends par... Ça c'est déjà avec la grippe, par exemple. Mais Ok, en France, on ne respecte pas ce principe-là. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression qu'en gros, l'idée générale, c'est avoir une politique fonctionnelle, vaccinons le plus possible de gens. Oui. Alors, est-ce que si on vaccinait 20% des gens, ce ne serait pas suffisant pour passer sous des seuils acceptables? Ça dépend des gens qu'on sélectionne. En fait, au niveau de la grippe, j'avais lu des papiers qui travaillaient sur quel genre vacciner permettait de diminuer le nombre de vaccinations. Donc ça avait un coût économique déjà, mais également le temps de vaccination, et qui augmentait en même temps qui diminuait également la probabilité qu'il y ait une épidémie. Et en France, je sais qu'on vaccine les petits vieux, donc on vaccine les malades. Ce qui sert à rien, parce que du coup, ils tombent malades, on les vaccine, bon, et j'avais vu que dans d'autres pays, alors je sais pas si c'était, je crois que c'était l'Angleterre, au lieu de vacciner les personnes âgées, en fait, ils préféraient vacciner les infirmiers, les médecins et les enseignants à l'école. Parce que du coup, c'était les individus qui considéraient comme les plus centraux, et qu'en les vaccinant, on diminuait la propagation de la grippe. Je pense que c'est clair aussi en France, pour les personnels de santé en tout cas, je crois. Ils sont automatiquement vaccinés plutôt maintenant. Donc c'est peut-être des politiques qui vont changer au fur et à mesure pour dire, bon bah, voilà, qu'il y ait une personne de 40 ans, 35-40 ans, médecin ou infirmier qui attrape la grippe, bon, il va passer 3 jours, on va faire un petit peu, après c'est tout, c'est pas grave pour lui. Au contraire, ça va stimuler son système immunitaire. Par contre, à chaque personne qui va toucher, ça risque en fonction du stress immunitaire de ces personnes et de leur âge, ça risque d'être important. Donc ouais, ça va avoir un impact incroyable. La vaccination pour la grippe, c'est une vaccination de vaccination, pas une vaccination qui empêche la transmission. Ça n'a jamais existé. La vaccination pour la grippe dans notre pays, pas les prisonnières, elle ne vise pas à empêcher les grippes, elle vise à protéger les gens qui sont sensibles. Donc c'est pas du tout la vaccination pour des maladies infectieuses. Ça n'empêche pas la vaccination, ça empêche pas on l'attrape, on attrape le virus, mais on ne développe pas les symptômes, c'est ça? Oui, non, c'est quand même ça empêche le fait de faire la maladie. Quoi. Mais c'est pas combattu plus rapidement, on l'a pas moins dans son système. Parce qu'on va pas faire la maladie, parce que si c'est immunité, sera... Mais il va combattre quand même le virus, donc il va l'éliminer. Oui, c'est ça, mais donc on ne va pas avoir les symptômes qui sont liés à la grippe si on a été vacciné contre la grippe saisonnière. Mais du coup, si on est vacciné, est-ce qu'on a quand même moins de probabilité de transmettre? On a moins de probabilité de transmettre, mais de toute façon, pour empêcher réellement une transmission d'un virus comme la grippe qui a un F0 gigantesque, il faudrait vacciner 95 à 98% de la population. Et ça, le coût-bénéfice, c'est absolument pas envisageable, personne ne le fait. Donc pour la grippe, ce n'est pas un bon exemple où on pourrait prendre en compte les contacts sociaux pour avoir une politique vaccinale différente. Un papier là-dessus quand même. Ou alors je me suis trompé. Je ne pense pas que ce soit sur la grippe, je pense qu'il y a d'autres maladies, notamment les maladies. Moi je pensais notamment aux maladies infantiles de protection, notamment la rougeole et des choses comme ça, où là l'objectif délibéré est d'empêcher la transmission totalement. Et à ce moment-là, effectivement, ça se heurte à des tas d'obstacles maintenant qui sont des résistances par rapport à la vaccinie, des résistances de personnes qui refusent de se faire vacciner, donc des tas de problèmes sociaux de ça qui amènent à la résurgence de cas de rougeole, dans les épidémies de rougeole. Et je pense pour la grippe, c'est vraiment très clair. Par contre, ce qui a été modélisé, effectivement, ça c'est tout à fait vrai, c'est quand on fait des modèles de transmission de grippe de grande échelle, on voit très bien dans les modèles de transmission faire rentrer en ligne de compte les contacts sociaux des publics cibles va jouer un rôle dans les modèles épidémiques. Et là, en fait, c'est comme ça qu'on peut essayer de voir en cas de pandémie quels sont les groupes sur lesquels il faudrait agir principalement. C'est peut-être ça que j'ai vu alors. Okay. Voilà, c'est peut-être ça. Et là, ce qu'on voit, c'est la même chose, c'est fermer les écoles. Parce que c'est plus efficace, parce qu'en fait, les enfants ont des taux de contact entre eux qui sont gigantesques, et que, en fait, c'est des points de contact qui vont redistribuer dans les familles, et donc la meilleure mesure de prévention en cas de pandémie, c'est la fermeture des écoles. Mais la vaccination, c'est plutôt pour protéger les personnes qu'on vaccine. D'autres questions? Alors, je propose une petite
Il y a ma présentation, super. Bon, elle est plus. Bon, on va dire que c'est fini.